Bienvenue dans l'exposition Les communautés à l'œuvre. Aujourd'hui, nous accueillons notre partenaire pour la programmation, la Fondation Les Petits Frères des Pauvres. Et donc nous allons traiter du thème de la Biennale qui est comment vivrons-nous ensemble. Et nous allons plus précisément parler de comment vivrons-nous ensemble et comment vieillirons-nous ensemble. Puisque c'est l'action que vous menez avec la Fondation. Vous traitez des questions de vieillissement, de précarité. Et vous êtes engagé sur le thème de l'habitat inclusif. Donc on va aborder ces différents sujets. Je pense que vous allez nous expliquer un petit peu l'action de votre fondation et on va évoquer quelques projets. Et d'abord, je vais présenter donc, nos intervenants de ce matin. Donc à ma gauche, on accueille Éric Chauvier, anthropologue, écrivain, qui a un style littéraire qui m'intéresse énormément puisqu'il donne la parole aux personnes auprès desquelles on travaille quand on fait des projets. Et ça donne toujours une forme très poétique et très intéressante. On accueille Laure Pierrel, qui est titulaire d'un master en aménagement du territoire et qui a travaillé sur la réhabilitation de logements sociaux en site occupé, qui est un des thèmes de cette exposition. Donc bienvenue Laure. Vous avez travaillé pour la ville d'Orly, pour des bailleurs sociaux, le logement français. Et puis vous avez, je vous cite, rejoint la Fondation. Vous êtes directrice du pôle immobilier. Et donc, vous avez déclaré que vous avez rejoint la Fondation parce que l'action que vous meniez dans le cadre des rénovations urbaines était déshumanisée. Donc, on va en parler. On accueille François-Xavier Turbet-Deloff. Vous êtes directeur adjoint de l'association de gestion des établissements de la Fondation. Vous êtes en charge du développement et vous avez aussi créé et vous animez un collectif Habiter autrement, où vous cherchez des solutions alternatives pour la question du logement. Vous avez travaillé aussi dans différents établissements pour personnes âgées, pour sans domicile aussi. Voilà, donc bienvenue à tous et je vous propose d'engager directement la conversation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur l'action que mène la Fondation auprès des personnes âgées? Donc tout d'abord, on est ravis de participer à la Biennale. Effectivement, la thématique nous concerne de près puisque depuis plus de 40 ans, la Fondation œuvre pour aménager, construire et financer des projets pour le mieux vieillir ensemble. Et aujourd'hui, nous, c'est essentiel de pouvoir partager notre expertise dans ce domaine. Avant tout, les projets qu'on portent sur donc le logement individuel et collectif, sur du temporaire ou du permanent, à destination d'un public de plus de 50 ans en situation d'isolement et parfois en situation aussi de précarité. Donc pour nous, il est essentiel que nos projets qui sont menés aujourd'hui mettent au cœur de leur construction le vivre ensemble, le lien social. C'est avant tout pouvoir offrir aux personnes qu'on accompagne un logement pérenne qui leur permette de retrouver une stabilité dans leur projet de vie. Et aujourd'hui, effectivement, les valeurs qui sont portées à travers le thème « Les communautés à l'œuvre » permet effectivement d'être en adéquation avec notre valeur qui est avant tout de pouvoir agir et concevoir un projet avant tout pour l'humain. Pour nous, c'est essentiel. C'est concevoir leur logement, mais aussi des espaces de lieux collectifs où ils aiment se retrouver, s'entraider et échanger. Et ces lieux-là favorisent pour nous le vivre ensemble. C'est vrai que notre rôle à nous, Laure a dit effectivement, la Fondation a cette mission d'offrir des espaces. Le rôle de l'association où je travaille, c'est, j'allais dire, de les faire vivre, de les animer. Parce qu'effectivement, donner un logement, c'est effectivement un premier pas, quelque chose d'indispensable pour le public que nous accompagnons. Mais après, il faut accompagner ce mouvement pour que depuis, il ne faut pas simplement avoir 4 murs, mais qu'ils puissent vraiment habiter, s'inscrire dans le logement dans lequel ils sont. Et parfois, lorsqu'on a vécu à la rue ou dans des centres d'hébergement, des centres d'urgence, c'est pas si simple que ça que de vraiment s'inscrire là où on habite et de se créer des racines et des liens avec ceux qui nous entourent. Éric, sur cette question d'habiter, on dit que les gens sont logés mais ils n'habitent pas. Donc ça
ça relève un petit peu de la question des représentations qu'on peut avoir, des institutions et de notre rapport à l'espace domestique. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet-là? Oui, se loger, c'est Heidegger qui avait parlé de ça, qui était très louche par certains aspects, mais qui avait levé cette question-là en s'opposant à Le Corbusier en disant se loger, la modernité le fait très bien avec le ciment, mais c'est de l'habitat standardisé. Habiter, c'est tout autre chose. Et par rapport à ce que vous venez de dire, habiter, c'est être en prise avec son environnement ou un contexte. Être capable de... Et ça, c'est par des liens rituels notamment. Tous les rituels autour de l'espace domestique. C'est surtout ce qu'il critiquait chez Le Corbusier, c'était l'absence de réponse contextuelle. Et je pense que l'habitat inclusif, tout ce qu'on peut aborder aujourd'hui, ça ne fonctionne que si on fait des réponses contextuelles. Ce que fait Christophe Hutin et ses collègues sur Beutre, puisqu'on en parlait hier, ce sont des réponses contextuelles. Sinon, les réponses seront toujours hors sol. Et en tant qu'anthropologue, je suis bien placé pour savoir que les attachements, on parlait hier de l'estime de soi aussi, tout ce qui fait qu'on habite vraiment, c'est comprendre tout ce qui nous relie à un environnement par exemple la co-construction, par exemple participer à son habitat, par exemple être capable de comprendre comment fonctionne son habitat, tout ce que la modernité nous a retiré en fait. Et ça, c'est des vraies questions qui concernent ce que c'est qu'habiter. Moi, c'est comme ça que je le définis. Plus on comprend son contexte, plus on habite. Alors, ça pose la question des actions que vous menez, justement, sur par exemple, prenons l'exemple des colocations intergénérationnelles que vous pouvez engager. Finalement, vous êtes sur une dimension très immatérielle de l'architecture, puisque vous allez travailler justement au-delà de ce que peut traditionnellement l'institution, c'est-à-dire la dimension humaine et la solidarité et les relations entre les personnes. C'est-à-dire, dans l'architecture, on pourrait dire que c'est le rapport entre l'individu et ce qui va être du commun. Comment les gens fabriquent du commun dans les projets. Est-ce que Laure, vous voulez développer là-dessus? Oui, effectivement, à travers nos projets, c'est avant tout concevoir des espaces où on est à la croisée entre le logement individuel et les espaces semi-collectifs pour créer des lieux où les personnes aiment à se retrouver. Avant tout, il est essentiel, effectivement, qu'ils aient un chez-soi. Ça, c'est important. Et on le voit à travers les différents témoignages qu'on peut recevoir sur nos projets en cours. Certains nous disent aujourd'hui, j'ai plus qu'un toit, j'ai un chez moi. Je l'ai aménagé à ma façon et j'en suis fière. Et ça, c'est toute la réussite, je pense, de la richesse qu'on peut avoir dans nos projets, qui est liée aussi à toute l'expertise, le retour d'expérience. Nos habitants nous témoignent régulièrement de leurs envies et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Aujourd'hui, on a un type de patrimoine qu'on a appelé habitat social mixte, qui est effectivement à la croisée de l'individuel et du collectif pour faire un ensemble qui soit effectivement où le vivre ensemble le règne. On a une offre assez variée de types de logements. J'allais dire que notre objet, nous, il est surtout d'être dans l'expérimentation de ce que les pouvoirs publics souvent ne sont pas encore prêts à mettre en place. Et on a toujours anticipé. Effectivement, l'habitat inclusif, qui est un dispositif mis en place par le gouvernement depuis 2018, c'est en fait simplement une reconnaissance administrative de quelque chose qu'on réalise depuis les années 75. Et donc, par exemple, dans ce qu'on appelle le logement groupé, effectivement, où des personnes viennent, ont chacun leur logement individuel, c'est-à-dire vraiment l'intimité de son propre logement, et en même temps la sécurité parce qu'elles sont dans un milieu bienveillant. Et puis dernièrement, une des dernières, en 2016, on a ouvert quelque chose de tout à fait différent, mais qui est quand même dans le même esprit, donc des colocations à destination de personnes Alzheimer. Donc la première est à Beauvais, et qui est là vraiment quelque chose qui a été construit. Alors c'est le seul lieu où on a des personnes qui ont de la famille. Bon, c'est des personnes qui sont malades, qui ont la maladie d'Alzheimer, mais où on a construit en fait pendant presque 10 ans, 9 ans exactement, avec les familles, un projet qui leur semblait être intéressant pour faire une alternative
à une entrée dans une institution qui ne paraissait pas correspondre à ce qu'ils attendaient, de ce dont ils avaient besoin, et dans lequel ils avaient l'impression d'être désinvestis finalement. Alors que là, ce sont effectivement les accompagnants, les aidants, qui, avec leur personne, enfin les habitants de la maison, décident de l'ensemble des décisions importantes de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment important d'avoir toujours cette idée que même si on est dans des lieux où on a des salariés, on a des bénévoles qui interviennent, mais ils interviennent au domicile des personnes. Même s'ils ont un bureau et autres, ils sont chez les gens. Et ce ne sont pas les gens qui habitent là où on vient travailler. Comme souvent c'est considéré par exemple dans des grandes structures comme des EHPAD ou un CHRS, où les gens ils n'ont pas l'impression d'être chez eux véritablement. Ils sont logés là où les autres viennent travailler et maîtrisent tout. Là c'est l'inverse. Les gens viennent travailler là où les personnes habitent. Alors, je comprends dans ce que vous dites qu'on pourrait faire une distinction entre établissement et institution. Et ce que je comprends, c'est qui m'intéresse, en tout cas dans votre travail, c'est que justement cette distinction qui permet aussi d'accueillir des choses qu'on pourrait dire informelles. En fait, la contrainte de départ que vous proposez par l'institution permet de poser un cadre, une structure très simple qui permet derrière justement à l'informel ou aux relations humaines de s'installer. C'est un peu ce qu'on essaye de dire dans cette exposition. Est-ce que vous voulez réagir à ça, sur cette question de l'informel ou de l'institution et l'établissement? Je crois que tu as travaillé là-dessus, Eric. Est-ce qu'on peut distinguer institution et établissement? Ce que je peux dire simplement, après de vous donner la parole de façon plus... mais peut-être l'institution, le risque de l'institution, c'est de proposer... Goffman, un sociologue, a travaillé là-dessus, et moi je l'ai vérifié dans mes enquêtes, dans des orphelinats. Le problème de l'institution, c'est qu'elle reconstitue une vie qui apparaît comme factice, qui peut apparaître comme factice aux pensionnaires. Ce que Goffman appelle les reclus. Il va jusqu'à dire que c'est des reclus. Donc ça, on le vérifie malheureusement dans certains établissements, c'est malheureusement le cas. Donc le risque, c'est ça, c'est cette vie factice n'apparaît pas comme une vraie vie. Après, Goffman dit aussi qu'il y a de l'informel. Il y a des tactiques, il y a des ruses qu'improvisent ces fameux reclus pour survivre, c'est le cas de le dire, dans ces établissements. Je ne parle pas du tout de ce que vous faites, mais de l'EHPAD au sens... voilà. Et là, on se rend compte que c'est parler avec le vigile, c'est parler avec l'infirmière, avec des personnes qui ne sont pas forcément reconnues par... et l'informel, souvent, va se nouer comme ça. Après, moi, juste ce que je voulais dire, c'est que pour avoir beaucoup travaillé dans le médico-social, il y a aussi des situations de crise. Donc l'informel, c'est aussi la capacité à gérer ces situations difficiles qui sont inhérentes, je dirais, à l'accompagnement. Accompagner une personne qui a Alzheimer ou quelqu'un qui a été à la rue et qui a 50 ans et qui était à la rue, c'est aussi un accompagnement et c'est pas toujours simple. C'est pas toujours. Il y a aussi, donc dans l'informel, je pense qu'il y a aussi ces capacités qu'ont les personnes à résoudre des situations de crise qui sont malheureusement au quotidien. Il y a aussi de la négativité, quoi. Il y a beaucoup de choses positives, de reconnaissance, mais il y a aussi ces éléments à gérer, je pense. Et effectivement, dans les structures, enfin tout du moins nos projets, il est difficile d'imposer en tout cas la vie en collectivité. Aujourd'hui, il faut donner l'envie aux personnes qui habitent le lieu de vouloir partager des instants de vie. On a des moments de repas partagés ou d'activités diverses. Tout le monde ne participe pas sur l'ensemble d'un site. On n'a pas 100% des personnes qui viennent participer à ces activités. Elles le font au gré de leur désir. Et ça, c'est avant tout offrir la possibilité du coup à ces personnes d'avoir le choix. Elles sont chez elles et elles ont la possibilité d'aller vers des lieux où elles vont avoir rencontré son voisin, l'équipe d'animateurs, effectivement, la structure qui est là pour répondre à leurs besoins. En fait, on joue constamment, quel que soit le type de lieu, que ce soit pour des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes en précarité au sein de logements regroupés, on joue constamment entre l'individuel et le collectif. Mais l'important, c'est que le collectif ne s'impose pas. Mais qu'il y ait toujours cette possibilité de pouvoir faire un choix. Et on voit très bien que les gens, en fait, ils sont sur du sur-mesure. C'est-à-dire qu'un tel, à une époque, va avoir besoin, au contraire, d'être isolé dans son logement pour pouvoir s'y installer. Nous, on a des personnes qui, au bout de 3 ans, dorment par terre.
c'est leur choix, c'est comme ça qu'elles sont bien, et ça se respecte. Hein, et qui vont avoir besoin de recréer effectivement quelque chose qu'elles ont connu dans leurs années précédentes. Et ce n'est qu'avec le temps que petit à petit, il va y avoir des modifications qui vont être apportées dans leur quotidien, parce qu'on a cette présence quotidienne de salariés et de bénévoles. Et j'insiste beaucoup sur cette présence constamment qu'on a dans nos maisons des bénévoles. Ils ne sont pas là pour faire le boulot des salariés, hein, mais parce que justement, ils sont dans une relation libre, hein, une relation spontanée. Effectivement, l'échange qu'il peut y avoir entre eux est tout à fait différent de ce qui peut se passer. Ils sont des représentants de la société civile, des gens qui disent « je viens vers toi parce que j'en ai envie ». Donc si j'en ai envie, c'est que tu m'apportes quelque chose. Hein. Donc obligatoirement, on est dans une relation qui valorise la personne. Hein. Et ils ne sont pas là effectivement pour rappeler la loi, ce n'est pas leur job, c'est avant tout de la qualité relationnelle. Et cette alternance, et ce qui est très important, ce qu'on disait aussi, c'est que même dans nos établissements, dans nos maisons où on est sur l'accueil de personnes dépendantes, ce sont des logements, ce ne sont pas des chambres. On a toujours un petit coin cuisine. Même si la personne ne peut pas s'en servir, elle sait qu'elle a cette alternative. Peut-être aussi parce qu'elle va inviter un jour un ami, de la famille lorsqu'ils en ont, ce qui est rare pour les personnes que nous accueillons. Mais elle aura toujours la possibilité de pouvoir, à un moment, se dire non, ce soir je ne vais pas manger, je mange dans ma cuisine. Et du coup, le collectif devient beaucoup plus supportable parce que du coup, c'est à la carte. Enfin, c'est ça. C'est un collectif à la carte. Et les personnes, elles vont créer leur propre mode de vie en fonction de ce dont elles ont besoin et elles vont piocher. Elles vont piocher par rapport à ce qu'on peut offrir. Je comprends que le collectif, le commun, n'est pas quelque chose qu'on peut décréter. Et donc, ce sont justement des stratégies et des tactiques que vous utilisez dans votre fondation. Est-ce qu'on peut peut-être développer un petit peu certains projets que vous portez ? On peut commencer peut-être par le projet de Beauvais que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est un projet qui a été mené effectivement pour les personnes en situation de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Donc c'est une maison qui regroupe 5 chambres qui permet d'accueillir effectivement 7 à 8 habitants. Et au rez-de-chaussée, nous avons l'intégralité des espaces communs qui sont vraiment le cœur de vie central de la maison. Les personnes ont pu apporter leurs effets personnels. Hein. Il faut qu'ils s'approprient les lieux. C'est essentiel. Il faut qu'ils se sentent chez eux. La famille vient les visiter régulièrement. Et ils ne vont pas dans une structure. Ils vont au domicile de leurs proches. Et un des avantages aussi de Beauvais, c'est qu'il y a la mutualisation de toute l'équipe médico-sociale qui est là pour venir en aide effectivement aux habitants. C'est vrai que ça a été la première colocation de ce type, qu'on appelle une colocation à responsabilité partagée. Pourquoi ce terme? C'est que vraiment, on voulait être dans un dispositif qui soit le plus éloigné possible de l'institution médico-sociale. Hein. Et cette responsabilité partagée, c'est dire effectivement, nous, animateurs du lieu, puisqu'on on anime en fait l'ensemble des acteurs qui viennent là, qui viennent sur ce site, avec les familles et avec les soignants, on va co-décider l'ensemble des décisions importantes pour le bon fonctionnement du site. Donc c'est vraiment cette notion de responsabilité partagée est essentielle. Et voilà, il y a une application et c'est ce que demandent les familles. D'un côté, je me sens déchargé d'un poids où je n'étais plus la fille de, je n'étais plus la femme de, mais j'étais devenu l'assistant permanent 24 heures sur 24 aux aguets. Maintenant, je peux déléguer effectivement ce poids et redevenir dans cette maison qui est la maison de mon père, qui est la maison de ma mère, qui est la maison de mon conjoint. J'y vais, j'ai les clés, je viens quand je veux. D'ailleurs, il n'y a pas de clé. Je ne sais pas pourquoi on dit la porte est ouverte, ils y vont quand ils veulent, comme dans une relation ordinaire. Hein. Et c'est ça qu'on essaie de maintenir. Et tout ce dispositif d'habitat inclusif maintenant qui a été repris par le gouvernement, c'est vraiment cette volonté d'être vraiment sur un réel logement. Hein, et on entre, et j'espère qu'on va persévérer là-dedans, dans une désinstitutionnalisation de la prise en charge de la dépendance pour l'intégrer vraiment dans la cité. Parce qu'on sait aussi que les villes ou les pays qui ont eu le plus intégré
qui sont organisées de manière à pouvoir être accueillantes pour les personnes les plus déficientes sont des villes où il y a la meilleure qualité de vie. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place pour une personne en difficulté, ça va avoir un jour ou l'autre, ou même au quotidien, un impact sur tout le monde. Des aménagements mieux organisés, plus doux, plus accueillants dans l'ensemble, qui a un impact en fait sur le quotidien de tout le monde. Il y a une dimension culturelle sur ces sujets. On voit dans l'exposition, on a étudié des cas dans différents pays, dans différentes sociétés, différentes cultures. Si je compare avec le Vietnam, le sujet du vieillissement en France est problématique aujourd'hui. Effectivement, les personnes sont isolées et cet isolement il vient peut-être d'une perte de relations humaines ou familiales ou de liens sociaux. Et donc je crois que c'est là que vous œuvrez. On a évoqué aussi un projet que vous portez à Marseille, où vous avez abordé dans ce projet aussi la relation avec l'environnement. Vous avez travaillé, je crois, avec un collectif d'architectes sur le jardin et sur la relation au voisinage. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots là-dessus ? Donc effectivement, tout à l'heure, je disais, on a un type de structure, enfin on ne peut pas appeler structure, qui est de l'habitat social mixte. Et effectivement, Marseille en fait partie. Donc c'est un ensemble qui réunit plusieurs fonctions. On a une pension de famille, on a du logement individuel, on a la présence de bureaux de l'association et inévitablement la présence effectivement d'AGE qui est le gestionnaire de la pension de famille. Alors, cette pension de famille, elle est présente car à 50 mètres de la rue des Héros, on a déjà la pension de famille historique, l'Abadier, qui a 10 ans de vie maintenant, enfin tout du moins bientôt. Et il y avait la nécessité de développer des places complémentaires. Et donc on est sur un site qui est une première aussi pour les petits frères des pauvres, parce qu'elle réunit les 3 acteurs de notre champ d'activité, l'association, la fondation ainsi que AGE. Ça fait maintenant 2 ans que les habitants ont intégré au fur et à mesure le lieu. Et au bout de ces 2 années, on a appris de ce projet. À côté, effectivement, il y a un jardin, il y a eu 1800 mètres carrés de jardin qui n'a pas été aménagé dans les temps de la rénovation de l'immeuble. Et on a confié cette mission-là à une association qui a construit le projet d'aménagement en y associant les résidents, le voisinage, des associations pour créer de la cohésion. Et ça, pour nous, ça a été une difficulté au départ, puisqu'on a l'habitude d'avoir un projet ficelé avec une commande, un cahier des charges bien défini. Et là, il a fallu se laisser porter par les envies. Aujourd'hui, on est satisfait de la réussite lorsqu'on a les moments partagés dans le jardin, que les résidents aiment à s'y retrouver et surtout qu'on voit le lien qui s'est tissé entre les écoles, des voisins. On a cette notion d'intimité et ça redonne sens, en tout cas, au projet que l'on mène. Et puis maintenant, c'est l'articulation entre la pension de famille, les logements individuels, puisque eux sont pas dans un cadre où effectivement il y a une structure des personnes qui sont là pour les accompagner, mais c'est trouver la solution pour que toutes ces personnes puissent s'articuler et avoir l'envie de partager des moments ensemble. Je suis rassuré, donc on a toujours de l'envie, du désir après 50 ans, donc c'est rassurant. François-Xavier ? Oui, d'ailleurs, on a fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur désir et sexualité chez la personne âgée, qui est très intéressant, qu'on peut trouver sur notre site. Le désir existe après 50 ans à tous les niveaux. J'en parlais au sens large. Nous voilà. La rue des Héros, qui est le nouveau projet qui a ouvert il y a 2 ans, en fait, c'est une histoire à tiroir. À Marseille, on avait des équipes d'accompagnement de bénévoles qui avaient un certain nombre de personnes, qui accompagnaient des personnes sans domicile, qui étaient logées à l'hôtel et qui exprimaient effectivement une forme de saturation de ce mode de vie. Et en même temps, qui n'étaient pas en capacité d'être dans un logement ordinaire, parce qu'on sait aussi que le logement peut être un vecteur d'inclusion, mais peut être aussi un vecteur
de repli sur soi. Hein. On voit énormément de personnes qui, au contraire, le logement est au contraire une dégradation de leurs conditions de vie. Et ces personnes-là n'étaient pas en capacité de pouvoir avoir une vie autonome dans un logement classique. Et donc on a à ce moment-là ouvert une pension de famille. Ça a été dans un quartier politique de la ville, à côté de la gare. Et là, ça a été, on a eu une réunion publique avec plus de 100 personnes dans la salle qui manifestaient contre notre projet. On a expliqué. Et quelques années plus tard, on a mis beaucoup d'énergie effectivement à s'intégrer dans le quartier. C'est devenu, au contraire, la pension de famille est devenue un outil, est devenu un des maillons essentiels de la vie du quartier. Il y avait par exemple une petite place qui était fermée parce qu'il y avait beaucoup de toxicomanie et de prostitution. On s'est mis à gérer en fait, par exemple, ce jardin qui permettait aux familles et autres. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire que peut-être des lieux qui pourraient être vécus comme au contraire des poids pour un quartier deviennent au contraire des espaces de revitalisation du quartier. Et la rue des Héros, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire que là, carrément, on a un jardin ouvert à tout le quartier, un logement dans lequel on a des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, et une communion avec le quartier qui investit le lieu. Et du coup, il y a cet échange permanent entre les habitants et qui est encore à travailler parce que c'est vrai que la vie ensemble, ça ne se décrète pas. Hein, ça se travaille au jour le jour. Et c'est vraiment une histoire, vous voyez, une histoire avec plusieurs paliers qui aboutit maintenant à ce projet. Oui, je trouve que c'est effectivement une alternative, une perspective très réjouissante et une solution en réalité. Toute l'histoire de la ville historiquement, elle est constituée de classes sociales diverses. Il n'y a qu'en 2021 ou depuis quelques décennies qu'on retrouve des grandes villes avec des classes sociales plutôt uniformes, plutôt monoclasses. J'ai travaillé avec certains de mes étudiants à Versailles là, sur un centre de migrants qui se situe dans le 16e arrondissement à Paris. Donc on partait de loin parce que les habitants étaient plutôt âgés, plutôt avec des revenus très élevés. On voyait ce centre pour migrants comme quelque chose d'assez négatif, très négatif. Et ce que vous dites me semble très juste, c'est-à-dire qu'il y a une acculturation qui se produit. Il faut tenter ces choses-là. Après, il y a beaucoup de résistance quand même. Hein. Moi, je vis à Bordeaux, je vois à quel point, vous évoquiez tout à l'heure le bien vivre, effectivement, mais l'urbanité, malheureusement, ne se décline plus dans son double sens de sociabilité, mais surtout dans son sens économique. Donc ces initiatives-là, je pense qu'il faut les multiplier, mais c'est quelque chose qui n'est pas simple aujourd'hui. Hein. On se heurte avec les réunions publiques, l'individualisme forcené, etc. Mais par contre, je pense que c'est clés, c'est l'acculturation. C'est ce que disait l'école de Chicago déjà dans les années... tout le monde peut vivre ensemble, c'est possible. Mais voilà, et je voulais aussi aborder la question des territoires, puisque une de mes doctorantes travaille sur le vieillissement dans le Béarn. Là. On se rend compte à quel point le maintien à domicile est important pour ces personnes. Et la question du territoire, je pense qu'elle est intéressante à poser aussi. Qu'est-ce qu'il en est du milieu rural? Je ne sais pas si vous avez des projets dans le milieu rural, mais je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très difficile en fait, et très, très difficile à vivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu rural, on est peu présent. Mais avant tout, on souhaite être attentif aux besoins du territoire, comme vous le soulignez, car pour nous, c'est en premier lieu pouvoir offrir des solutions d'habitat pour les personnes effectivement qui, à un moment de leur vie, sont confrontées à des difficultés où le maintien à domicile devient de plus en plus compliqué. Les proches, effectivement, lorsqu'ils sont présents, n'ont pas d'autre alternative que de mettre dans des EHPAD, et s'ils en ont la possibilité aussi, parce que pouvoir aller en EHPAD, c'est parfois compliqué. Il faut des ressources financières. Nous, on est face à un public, comme on le disait, qui est démuni. Donc, pour nous, offrir des logements abordables, c'est essentiel, parce que ça permet effectivement d'apporter une structure, un logement. On a d'autres catégories de patrimoine, on l'évoque peu, mais parce qu'on n'est pas dans le champ effectivement de l'habitat inclusif, mais on a du logement individuel en copropriété où on a une veille particulière avec l'accompagnement des bénévoles, mais aussi des équipes de l'association, où l'objectif premier, c'est de garantir en tout cas le plus possible le maintien à domicile.
C'est vrai que ça va peut-être dépasser un petit peu notre action Habitat au sein de la Fondation, mais les petits frères sont très impliqués par contre en termes d'équipes d'accompagnement dans le milieu rural, avec des équipes de bénévoles qui vont au contact et chez les personnes dans le cadre de ce que j'appelle plutôt le soutien à domicile que le maintien à domicile. Le terme intègre mieux, je pense, la volonté des personnes d'être soutenues et pas maintenues quelque part. On a développé aussi des camping-cars qui vont de village en village pour justement créer dans des tout petits lieux, des hameaux, des temps d'ouverture où les gens peuvent se retrouver avec aussi des équipes de bénévoles et marquer le temps et l'espace. Dans l'habitat inclusif, c'est vrai que dans ce que maintenant le gouvernement a repris dans la terminologie de l'habitat inclusif, bien évidemment, il y a beaucoup de projets qui se développent dans le milieu rural. Nous, on a aussi des hébergements temporaires, beaucoup dans le milieu rural, qui permettent justement à des personnes, notamment l'hiver, de pouvoir ne pas rester dans leur domicile, qui est parfois pas adapté, éloigné, loin des commerces. Et donc, ils viennent dans nos maisons d'hébergement temporaire, notamment l'hiver, pour éviter de rentrer dans un établissement de manière prématurée. Et au beau jour, ils peuvent repartir chez eux tranquillement. Mais dans l'habitat inclusif, il y a effectivement beaucoup de projets en milieu rural, bien qu'il y ait une forme. Moi, malheureusement, je regrette un peu ce mot d'habitat inclusif, parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme absolument d'injonction à devoir absolument vivre avec les autres. Parfois, on peut avoir besoin simplement de savoir que les autres sont là, peut-être présents, mais sans obligatoirement vivre avec eux ou entre nous. Donc, c'est peut-être un mauvais choix qui a été fait parce que du coup on s'imagine qu'il faut absolument qu'on soit près des services, il faut absolument qu'on soit dans un centre quand même où il y a un certain nombre de commerces et autres, mais il y a des personnes qui ont vécu dans des milieux très éloignés des commerces et déjà pour eux avoir une alternative qui leur permet de rester là où ils ont leurs racines, là où ils ont leur zone d'appartenance, plutôt que d'aller, et que tant pis si la boulangerie n'est pas à 50 mètres, hein, mais que l'essentiel, et on voit beaucoup ça dans les projets allemands, où plutôt que d'être dans du maintien dans le domicile absolument, on est plus dans se maintenir dans son espace d'appartenance. Nous, actuellement, on est soit je reste dans mon domicile, soit je rentre dans un EHPAD qui parfois peut être à 50 ou 100 km. Hein. En Allemagne, ils font beaucoup d'expériences où il faut absolument maintenir la personne, non pas dans son domicile lorsque c'est plus possible, mais dans sa zone d'appartenance. Donc on va développer plein de petites solutions adaptées au milieu rural ou au milieu urbain pour permettre aux personnes qu'elles souffrent d'une déficience liée à l'âge ou au handicap, de pouvoir rester dans cette zone d'appartenance, et c'est ça qui est essentiel. C'est vrai que dans notre public, par contre, de personnes en difficulté sociale ou en grande précarité, cette notion de l'appartenance, elle existe aussi, parce que ce sont des gens qui sont souvent inscrits dans un territoire. Et d'ailleurs, on voit très bien que même lorsqu'ils ont un logement et autres, ils continuent parfois à les faire manche, parce que c'est effectivement leur repère. Hein. Et ça, c'est essentiel à ce qu'ils puissent le maintenir. Mais par contre, souvent, ils n'ont pas de racines là où ils habitent. Hein. Et quelque chose là où on va les accompagner, c'est effectivement dans le collectif dont ils vont pouvoir plus ou moins user, c'est effectivement créer ces racines communes qu'ils vont avoir avec leurs voisins. Je crois que ça renvoie aux questions de représentation. Eric. Complètement. Et la question des représentations, c'est-à-dire comment les personnes perçoivent leur environnement, perçoivent leurs voisins. Et c'est vrai que vous avez de beaux jours devant vous, en fait, parce que la modernité a quand même largement sapé les sociabilités, que ce soit en ville ou en milieu rural. On parlait du milieu rural, mais très concrètement, là, ce que j'exposais sur ma doctorante, c'est que l'agriculture intensive a détruit les villages. Là, je ne veux pas avoir l'air trop plombé, mais c'est une réalité actuelle. Donc cette solidarité du village qui existait n'existe plus. En ville, la dématérialisation de nos vies fait que les représentations que nous avons aujourd'hui de la ville, on appelle ça la ville 2.0, c'est pas pour rien, c'est quand même la Smart City, ce modèle-là, nous met à distance de nos aînés ou des personnes en situation de précarité. Donc je pense que vous avez aussi à vous battre un peu en tout cas à affronter ces questions-là, de la dématérialisation de la vie ou simplement de l'isolement selon les logiques territoriales, puisque les représentations que tu évoques, je pense qu'elles elles ne vont pas vers la solidarité. Qu'est-ce qui a détruit le lien intergénérationnel dans la modernité? C'est une vraie question qu'il faut arriver à poser, parce que des initiatives comme la vôtre existent, ça me semble nécessaire, et en même temps, on ne peut pas s'exonérer de se poser cette question-là, fondamentale de la modernité, de ce qu'elle a apporté en termes de technique, qui n'est pas forcément un progrès. Donc,
Voilà, là, tu vois, c'est essayer de poser une question un peu plus large, de mettre en perspective, mais moi je me rends compte qu'à chaque fois que je pose la question de l'architecture, de ce que c'est qu'habiter, je retrouve ces questions-là, finalement, de ce que sont aujourd'hui nos vies. Comment est-ce que Instagram, c'est pas un lien réel, quoi. Vous voyez, donc je ne peux pas aider quelqu'un réellement avec Instagram. Et ce que je dis là est assez basique, mais c'est la limite aussi de beaucoup d'initiatives humaines aujourd'hui, quoi, hein, qui sont aussi propres à l'Occident. Hein. Je pense que ce que tu montres sur Hanoï ou sur d'autres cultures ou en Afrique, c'est totalement différent. Tu peux au moins les liker. Tu peux les liker, mais tu sais que, juste pour anecdote, c'est pendant la crise de 2008, la crise économique de 2008, que Facebook a vraiment décollé. Les gens étaient terrorisés par la crise et ont commencé à avoir ces espèces de prothèses de communication que sont Facebook et les réseaux sociaux, que j'utilise aussi, hein, mais bon. Alors justement, pour prolonger cet échange sur la question des représentations, ce que je comprends dans votre action qui m'intéresse énormément, puisque c'est le sujet de cette exposition, on a fait la remarque dans un précédent débat, on nous a dit mais finalement vous faites des films qui ne sont pas des films sur l'architecture est le décor. Et le sujet du film, c'est bien les gens qui habitent dans l'architecture. Et ce que je comprends dans vos actions, dans ce soutien, non pas ce maintien, c'est que vous justement vous arrivez à mettre en avant le rapport entre l'espace domestique, l'histoire des personnes, comment elles peuvent avoir le droit à écrire leur propre histoire dans leur environnement construit. Et donc comment elles arrivent justement à habiter, non pas être logées, à habiter. Donc c'est par des procédures, des tactiques que vous avez évoquées. Je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'on peut soit réagir à ça, sinon je vous propose aussi de nous parler peut-être d'un projet qui est dans l'actualité pour vous, c'est le projet d'une pension de famille à Vertou, à côté de Nantes. Ce projet m'intéresse parce que, comme dans beaucoup de cas que l'on étudie ici, il ne part pas de rien, il ne part pas d'une page blanche. Vous partez toujours d'une situation du réel, où des gens habitent, des actions préexistent, elles sont là, et finalement, comme un work in progress, vous venez ajouter des possibilités nouvelles, des actions. Et donc, est-donc qu'on peut prolonger sur ce projet ? Oui, effectivement, concernant le projet de Vertou, hein, qui est un projet de pension de famille, on va construire donc 24 logements. La particularité sur ce projet-là, c'est qu'on est inscrit dans un site emblématique pour les petits frères des pauvres, puisque historiquement, on a un prieuré qui est une maison de vacances. Et on a souhaité y associer sur cette grande parcelle, effectivement, cette pension de famille. Ce projet-là, il est nourri de par effectivement déjà notre connaissance par rapport aux différents projets qui ont été menés sur les différentes pensions de famille qu'on possède aujourd'hui. Hein. Pour rappel, on a été quand même précurseurs sur les pensions de famille. On a mis en place l'une des toutes premières pensions de famille de France sur Paris. Et effectivement, ça a été des temps d'échange importants avant de désigner une équipe d'architectes, parce qu'il était essentiel pour nous de penser l'usager. Ça, c'est quand je dis l'usager, inévitablement, c'est la personne qui demain habitera, intégrera son logement et de fait participera à la vie collective. En tout cas, ira dans les lieux collectifs. Et du coup, ça nous amène effectivement à concevoir des unités qui sont des petites unités. Hein. On est aux alentours de 20-25 logements. On n'a pas envie de faire plus. Hein. Pour nous, c'est vraiment aussi la volonté de proposer une alternative, voilà, comme on le disait, aux structures de grande capacité où, avant tout, l'humain habite un lieu. Et sur ce projet-là, on se questionne effectivement sur déjà le logement individuel, quels sont les besoins, les surfaces qui sont nécessaires. Effectivement, la mise en place d'un coin cuisine, pour nous, c'est essentiel, puisqu'il faut que l'habitant ait le choix, en tout cas lorsqu'il intègre le lieu, de participer ou non au repas collectif. Et en concevant ces projets-là, en mettant sur papier effectivement nos volontés, toujours au travers de l'idée de penser demain la vie dans les lieux, ça nous permet en tout cas d'être plus précis dans la commande de nos projets pour que, avant tout, l'équipe d'architectes qui sera désignée pense le lieu
non pas par rapport à l'approche architecturale, bien évidemment, qui est nécessaire, hein, puisqu'on est sur la construction, mais qu'il se projette sur la vie dans les lieux. Et là, on l'a fait par voie de concours. Effectivement, l'aspect architectural a été questionné, il y a eu différentes questions, mais on a demandé aux équipes de nous présenter la façon dont ils se représentaient notre projet et ce qu'ils en avaient compris. Et c'est là où on arrive à faire la différence entre une équipe qui pense demain à l'habitant d'une équipe qui effectivement est plus soucieuse de l'architecture du projet. Tout à l'heure, je parlais de la présence des bénévoles, qui pour moi est un élément assez essentiel. C'est vrai qu'une de nos caractéristiques, comme disait Laure, c'est d'être uniquement sur des petits lieux de vie. Et c'est vrai que ça facilite énormément la naissance de liens et justement ce travail de communauté, de prise en compte du parcours de chacun et des besoins individuels de chacun. C'est vrai qu'on peut quand même, et on l'a beaucoup vu pendant l'épidémie, hein, pendant la crise sanitaire, comme par exemple l'application des mesures sanitaires était beaucoup plus facile à mettre en place alors qu'on a un public qui parfois assez rétif aux règles. C'était quand même beaucoup plus facile à s'ajuster lorsqu'on était avec 15, 20, 25 habitants plutôt que dans un établissement de 100 où vous êtes obligé de mettre des règles extrêmement strictes pour que ça puisse avoir un effet. Donc on a vu effectivement vraiment la souplesse et l'adaptation aux personnes que ces petits lieux de vie avaient permis. Et puis il y a quand même une notion aussi qui est très importante dans l'association et qui est portée par notre fondateur depuis 1946, c'est cette notion d'offrir du beau. Le beau, et on revoit ça chez un certain nombre d'architectes, notamment je pense en Espagne, où on dit effectivement que le beau est quelque chose de curatif. Ce lieu de Vertout est un lieu extrêmement beau, hein, avec la rivière qui passe en dessous, c'est un petit havre de paix, on a beaucoup de nos maisons sont de ce type-là, et c'est vrai qu'on voit l'impact thérapeutique, et ça vraiment pour nous aussi c'est un défi. On a aussi une pension de famille qui s'appelle Malbuisson à Bormes-les-Mimosas. C'est pas les lieux les plus, c'est pas des quartiers politiques de la ville. Et ça, aussi de pouvoir dire chacun à sa place là où il y a des lieux qui sont beaux et ils ne sont pas réservés à une population, c'est aussi un acte politique fort pour moi. Et c'est aussi un aspect thérapeutique, effectivement, parce que ça apporte un bien-être, une reconnaissance de l'estime de soi, hein, une revalorisation de l'estime de soi en disant on considère que moi aussi j'ai le droit à ça. Dans les projets qui sont présentés dans l'exposition, effectivement, on est d'accord là-dessus qu'il n'y a a priori pas de lieu pour faire de très belles architectures. En fait, tout le monde a le droit à avoir une très belle architecture. Et en tout cas, c'est l'approche qu'on a de cette exposition. J'ai envie de vous poser une question. Comment ça s'est passé dans vos établissements, dans vos lieux, pendant le confinement? Est-ce que ça s'est mieux passé qu'ailleurs? Alors, c'est toujours difficile de faire des comparaisons, alors que ça aurait été très intéressant peut-être qu'on mette un peu plus d'argent là-dedans pour justement en tirer des enseignements, je pense. C'est ce que je disais, effectivement, de ce qu'on s'est aperçu, alors qu'on a un public qui est plutôt réticent à respecter des règles. Nous, on a des personnes qui ont besoin de sortir, hein, obligatoirement, parce que c'est leur habitude, ils ont toujours été en extérieur la plupart du temps. On s'est aperçu qu'effectivement, en fonction des contaminations qu'il pouvait y avoir, des cas positifs, on arrivait à ajuster le confinement et sortie de manière beaucoup plus facile. Si vous aviez une ou deux personnes qui étaient en incapacité de pouvoir appliquer les règles, et ben du coup c'est le reste du groupe qui s'adaptait à ces deux personnes. Il pouvait y avoir des mouvements, hein, comme ça qui se sont joués en disant comme on ne peut pas effectivement leur demander de rester dans leur logement, hein, et bien effectivement on va organiser tout le reste du groupe de manière à ce que lorsqu'ils sont malades, à ce moment-là, et ben on organise les espaces de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de contamination. On a eu sur l'ensemble de nos établissements, sur nos 30 établissements, un décès par Covid. C'est l'élément factuel qu'on a, ce qui est extrêmement peu important. Hein. Et aussi, et là je tiens à le dire aussi de la part de nos équipes, extrêmement peu d'absentéisme de nos équipes qui se sont énormément mobilisées pour être présents. Et je pense que c'est le signe au fait du sens
qu'elles trouvent à leur travail. Bravo pour tout ça. Je crois que vous portez une attention et beaucoup de délicatesse dans les relations humaines que vous engagez avec les personnes avec qui vous travaillez. Donc moi, ça me parle. Eric, est-ce que tu veux réagir à ce qui vient d'être dit? Oui, peut-être. Effectivement, je pense que les mots ont du sens. Et quand vous parlez de situation ou de dispositif, moi, ça me parle directement. Enfin, ça me parle à moi, c'est pas si important. Mais en tout cas, la réponse contextuelle, qui est un peu le sens de cette exposition, je pense qu'on y est dès lors qu'on tient compte des situations. Parce que l'espace, finalement, c'est pour les physiciens, l'espace. C'est quelque chose qui est assez abstrait, l'espace. Alors que les situations, c'est la vie ordinaire. Et inventer, imaginer des dispositifs pour caler à des situations, d'un coup, je trouve ça d'une architecture qui me semble beaucoup plus juste, plus contextuelle, plus adaptée. Je pense sur l'aspect architectural, moi j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir plusieurs de nos maisons, parce qu'on appelle ça des maisons. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on part, même si on demande effectivement l'avis des personnes sur ce qu'elles imaginent comme espace, mais sur les espaces collectifs, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment les gens se l'approprient. Et avec parfois, mais c'est à l'opposé de ce qu'on avait imaginé. Et qu'un lieu qu'on avait imaginé comme un lieu de passage devient un lieu, au contraire, central de la maison. Et qu'un lieu que nous, on trouvait vraiment, c'est la question des représentations, parce qu'on applique nous aussi nos propres représentations dans le cadre du pouvoir que nous avons dans les décisions. Des espaces que nous, on trouvait extrêmement conviviaux, extrêmement agréables, sont des lieux complètement vides de sens et qu'on est obligé, au bout de quelques années, de transformer complètement. Parce qu'ils ne sont pas du tout utilisés, qu'elles ne répondent pas du tout, en fait, à ce que les personnes attendent. Ce que je voudrais juste ajouter par rapport à ça, effectivement, c'est que aujourd'hui, sur les projets qu'on mène et qui vivent, lorsqu'on se déplace dans les maisons, moi, je suis accueillie par les habitants. Et lorsqu'on voit cette différence, on a fait toute la différence par rapport aux structures collectives qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est chez les personnes aujourd'hui qu'on accompagne. Et ça, pour nous, c'est essentiel. C'est très clair dans l'approche. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, puisque je ne suis pas en capacité de le faire? Bien sûr, donc je suis Gauthier Favre, je suis le directeur de la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Merci beaucoup de nous laisser une place à vos côtés, Christophe Hutin, aux côtés de l'Institut français également. Les communautés à l'œuvre, comment allons-nous vivre ensemble? Vous l'avez compris, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est au cœur de l'action des Petits Frères depuis ses origines. Et on cherche toujours effectivement à se réinventer, à se poser la question. On a été précurseurs sur les pensions de famille. On a été précurseurs sur l'habitat partagé avec une colocation Alzheimer qu'on a créée dans les années 2000. On a toujours cherché à innover, à chercher de nouvelles solutions pour accompagner. La question des territoires est pour nous essentielle. On s'interroge toujours sur comment faire pour mieux accompagner les personnes dans les territoires. Hier, on était avec l'association Lazare qui crée des appartements dans des petites villes, mais ils s'interrogent aussi, eux, comment aller dans les villages pour accompagner. Et nous aussi, on cherche des solutions, on cherche toujours à innover pour bien répondre à ces problématiques. La communauté à l'œuvre, qu'est-ce que c'est pour nous? La communauté des petits frères, c'est Laure, c'est François Xavier. Ça aurait pu être Nathalie, ça aurait pu être Virginie, ça aurait pu être Cybèle, ça aurait pu être Héloïse. Une communauté à l'œuvre, c'est quand tout le monde est capable de prendre le micro pour expliquer une vision. Chaque membre de la communauté est engagé. Ça, c'est une communauté à l'œuvre pour moi. Et une communauté à l'œuvre, aujourd'hui, pour les petits frères, vous êtes dans la communauté des petits frères. Parce que grâce à vous, on s'ouvre, on regarde à l'extérieur, on s'interroge. Comment est-ce qu'à Soweto, à Hanoï, on vit avec la personne âgée? Et ça nous recentre, ça nous permet de faire un pas de côté et de bien comprendre et de questionner toujours notre manière de faire. Donc on est ravis d'être ici aujourd'hui parce que ça nous permet effectivement de bien nous questionner, de rencontrer de nouvelles personnes. Et si les petits frères ont cette capacité, entre guillemets, à innover, à se poser des questions, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des gens qui nous donnent de l'argent et qu'on ne sommes pas dépendants du pouvoir public. Et que grâce à cet argent, on peut faire quelque chose de différent. Nous ne sommes pas contraints de rentrer dans un cadre. Et grâce à ça, on peut essayer quelque chose de nouveau. On peut ouvrir dans la ruralité, dans les territoires, par exemple, des accueils de jour pour des personnes qui seraient atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui n'ont pas accès
à un centre développé. Mais du coup, la journée, pendant un temps, elles peuvent aller de leur domicile à un centre d'accueil pour y être accueillies, pour trouver un espace chaleureux où, où leur maladie ne les désoriente pas et elles sont accueillies dans des conditions qui sont adaptées à leur situation. Donc tout ça, ça nous enrichit, ça nous permet de nous développer et ça nous permet encore d'innover demain parce que la troisième voie, par exemple, entre la vie à la maison ou la vie en établissement, c'est ce qu'on promeut aujourd'hui avec l'habitat inclusif, l'habitat partagé d'une manière générale. Mais demain sera obsolète, comme l'EHPAD était innovant il y a 30 ans et il est obsolète aujourd'hui. Donc on sait très bien que malheureusement on se posera toujours ces questions, mais c'est bien, c'est le propre de l'homme, et grâce à vous, on se pose encore plus ces bonnes questions. Donc sur votre implication, sur votre engagement, je crois que vous avez toute votre place ici sur la question des communautés à l'œuvre, vous venez d'en faire la démonstration. Donc la rencontre est très efficace et très juste, très sincère. Donc je vous en remercie. Je me fais la réflexion personnelle, je me demande si je ne suis pas un peu le monsieur Jourdain de l'habitat inclusif. Et puisqu'en fait on retrouve ces thématiques sans les avoir forcément nommées ou pensées, ou voilà, on est peut-être un peu moins précis sur la question du langage. Mais on se retrouve sur ce terrain-là, c'est-à-dire celle des situations habitées, celle des personnes. Et comme vous l'avez dit, je crois que ce qui est très juste, c'est de dire qu'on intervient chez les personnes et non pas dans un établissement. Et je pense que cette approche, elle change tout. Et donc, je comprends maintenant pourquoi vous ne travaillez plus dans la rénovation urbaine déshumanisée. Voilà, je comprends le changement de paradigme. Et comme vous, on ne va pas chez les personnes, on va chez les personnes et aussi leurs accompagnants qui n'habitent pas forcément chez eux mais qui font partie de leur communauté. Et quand on crée des solutions, il faut qu'on crée une solution pour l'ensemble de l'environnement de la personne de manière à être pertinent. Donc votre regard extérieur-intérieur, l'architecture dans son extérieur, c'est aussi quelque part pour nous, ça nous conforte aussi dans notre vision, dans notre approche. Je vous propose, avant de conclure, peut-être de voir si notre nombreux public veut intervenir, poser des questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non? Amandine, non? Pas de questions? Alors je vous propose de conclure. Gauthier, est-ce que vous voulez conclure? François Xavier, Laure, est-ce que vous voulez donner un mot de conclusion à cet échange? Merci en tout cas pour cet échange. Effectivement, c'est le reflet de tout le projet qu'on mène depuis plusieurs années. On a encore effectivement de belles années devant nous, beaucoup de projets à venir, on le souhaite, et en tout cas pour effectivement, aujourd'hui, nous, les personnes qu'on accompagne, c'est essentiel pour nos valeurs, pour nous en tant qu'humains aussi, d'être en phase avec tout ce travail qui est mené pour mettre avant tout l'humain au centre effectivement de tous nos projets. J'avais fait un peu par rapport à ce que vous avez dit, mais Laure vient de le reprendre. Effectivement, je crois que l'idée, c'est vraiment non pas de créer des dispositifs dans lesquels on met les personnes, mais vraiment de créer des espaces autour des personnes. C'est ça notre vocation, quoi. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous dire que je me dis que l'architecture ne peut pas tout et que l'accompagnement, tout ce que vous faites est nécessaire. Parfois, on peut penser que l'architecture va régler les problèmes. Je crois qu'elle peut régler certaines choses, mais elle ne peut pas tout. Enfin, elle peut très peu d'ailleurs. Et je crois que cette approche transversale, ce qu'on a fait depuis 1 heure là, je trouve que c'est intéressant et ce sont des nouvelles pistes peut-être de réflexion qui ont toute leur place ici à la Biennale de l'Architecture de Venise. Donc merci à vous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.